Ce week-end, la Formule 1 sera à Monaco pour le 6e Grand Prix de la saison. Et autant dire que Monaco, c'est l'un des Grands Prix les plus mythiques du calendrier. C'est un des circuits les plus compliqués avec son tracé en ville, au travers de la mer, des montagnes. Bref, Monaco, c'est un circuit tout bonnement incroyable. Alors certes, le cadre, c'est bien, mais est-ce qu'en piste, c'est cool? Quel est l'intérêt en fait de ce Grand Prix? Et bah la vérité, c'est qu'à Monaco, on vient voir si les pilotes vont être capables de tenir leur voiture au travers des rails. La moindre erreur, elle se paye cash à Monaco. On peut pas toucher le rail et espérer continuer la course. C'est très rare, ça arrive, mais à chaque fois, quand on touche, la suspension elle se pète, la course est terminée. C'est pour ça qu'à Monaco, ce qui nous tient en haleine, c'est de savoir est-ce que quelqu'un va se crasher? Est-ce qu'ils vont être capables de tenir jusqu'au bout, tenir leur voiture, tenir leur gomme, ne pas se crasher, ce qui ferait que tout bonnement intervenir la voiture de sécurité. Il y a un risque accru à Monaco d'avoir une voiture de sécurité. Pendant ce Grand Prix, il n'y a pas souvent des dépassements, on va être honnête. Ce qui est important, c'est le samedi, la qualif. Parce que souvent, vu qu'il n'y a pas de dépassement, les positions sont conservées. Mais pour avoir des dépassements, ça arrive, mais c'est grâce au stand, grâce aux stratèges. Alors, est-ce que les stratèges de Mercedes, de Ferrari, de Red Bull vont être capables de sortir des stratégies aux petits oignons pour permettre de passer l'adversaire en piste? C'est ça Monaco. C'est peut-être pas en piste, mais c'est souvent hors de la piste. Ou le samedi. Monaco, c'est un tracé unique, mythique comme j'ai dit, surtout parce que c'était l'un des seuls Grands Prix en ville finalement. C'est l'un des premiers Grands Prix de l'histoire de la Formule 1 et c'était l'un des seuls en ville. Aujourd'hui, maintenant, on est pléthore de Grands Prix en ville. On a Singapour qui est juste aussi incroyable aussi, mais on a les nouveaux comme Jeddah, Miami qui est un nouveau circuit en ville, même si bon c'est plus un parking mais il est entre les murs aussi. On a Bakou aussi qui est un Grand Prix en ville. Bref, Monaco il est plus seul. Mais Monaco, c'est le seul Grand Prix de la Formule 1 qui fait partie de la triple couronne. La triple couronne, c'est le fait de remporter les 3 épreuves les plus prestigieuses du sport automobile. Alors c'est un titre non officiel, c'est pas reconnu par la FIA, mais dans le monde du sport auto, la triple couronne, c'est prestigieux. On a Monaco, les 500 miles d'Indianapolis et les 24 heures du Mans. Donc autant dire que remporter Monaco, c'est pas donné à tout le monde. Cette année, Monaco va être un peu spécial parce que, comme sur tous les Grands Prix, on a les nouvelles monoplaces. Mais Monaco, c'est d'autant plus particulier parce que c'est petit, c'est serré. Et là, on a des grosses voitures, plus larges, plus longues, qui passent moins vite. Alors il y a la question, comment ça se passer? Est-ce qu'ils vont réussir à passer sans toucher à chaque virage? Est-ce que les dépassements sont définitivement morts en piste? Et des dépassements à la Jules Bianchi, par exemple, à la Rascasse, sont devenus désormais impossibles? Tant de questions qu'on peut se poser. Je vous propose aujourd'hui de plonger avec moi dans cette nouvelle vidéo de ce qu'il faut attendre du Grand Prix de Monaco. C'est parti! Donc on commence avec le circuit, 78 tours, plus de 3 km de piste, 19 virages, tous plus exigeants les uns que les autres. Le tour se faisait en 1 minute 10 et 3 dixièmes l'an dernier en qualification, c'est-à-dire que c'est l'un des grands prix où le tour de qualif se fait le plus rapidement dans le championnat du monde. Le plus rapide, il me semble que c'est l'Autriche, en 1 minute 2, 3 de tête. Il me semble pas qu'il y ait d'autres grands prix qui soient plus rapides que ça, que Monaco et l'Autriche. Donc malgré le fait qu'il se passe très rapidement, il y a beaucoup de tours déjà, mais surtout c'est un circuit extrêmement complexe. Monaco, c'est entre les murs, c'est entre les rails. La moindre erreur, comme je l'ai dit en intro, ça se paye cash. Et ça, peu importe le pilote que vous êtes, que ce soit Mick Schumacher, rookie l'an dernier, qui explose sa voiture en slip 3, ou Charles Leclerc en Q3 dans le dernier tour, qui explose sa voiture dans le rail. Et c'est pas le seul, il y a aussi Max Verstappen tout au long de dans ses débuts de carrière à Monaco qui cassait sa voiture souvent. Autant dire que n'importe qui, à n'importe quel moment, peut foutre sa monoplace dehors. D'autant plus que le circuit, il y a des bosses dessus, donc faut faire attention, surtout maintenant avec l'effet de sol. La sortie du tunnel, alors à voir la météo, mais il peut y avoir le soleil, c'est l'un des endroits où on peut dépasser, donc faut bien gérer la trajectoire, bien tenter si on veut aller faire le dépassement. Et à rouler, il doit être super impressionnant. Déjà qu'en simulation, sur des jeux comme Assetto Corsa ou F1, il est assez impressionnant et complexe à maîtriser, alors en vrai, je vous dis même pas le casse-tête que ça doit être pour les pilotes quoi. Au niveau des dépassements, on va être honnête, l'an dernier, 0 dépassement en piste. Catastrophique, c'est sûr que la sieste, on peut la faire tranquillement devant Monaco, on va pas être dérangé. Parce que de base, comme j'ai dit, le circuit il aide pas, il est étroit, mais là les monoplaces sont encore plus larges. Donc est-ce qu'on va avoir des dépassements? J'en doute fortement, parce que les voitures peuvent se suivre certes, mais encore faut avoir la place de dépasser derrière. Il n'y a pas beaucoup de zones de dépassement. Est-ce que la Rascasse sera encore possible? À la fin de la ligne droite des stands, c'est très compliqué quand même, parce qu'elle n'est pas longue. À la sortie du tunnel, c'est le véritable endroit où on peut dépasser. Donc à la limite, si les voitures peuvent se dépasser, pourquoi pas? Mais vu qu'il n'y a plus du phénomène d'aspiration maintenant, ça va être assez compliqué, on va être honnête. Donc les dépassements, à mon avis, il ne faudra pas trop en espérer là-dessus. Mais Monaco, c'est surtout un circuit où l'erreur, elle se paye cash. L'erreur, elle est possible par tout le monde. Donc à tout moment, il y a une safety car, ça peut profiter à certains de rentrer au centre, mais une virtual safety car. Donc Monaco, c'est pas un circuit, c'est pas un grand prix où il va se passer beaucoup de choses en piste au niveau des dépassements, mais à tout moment, la course, elle peut basculer en un claquement de doigts en fait. Donc ça, c'est super important à garder en tête, et c'est
pour ça qu'on rigole sur la sieste, mais Monaco, à tout moment, ça peut partir en couille, quoi. Donc à Monaco, on a vu que c'est pas en piste que ça va se jouer, c'est surtout hors piste. La stratégie. Comment on s'organise à Monaco, la stratégie? Il faut savoir gérer deux choses, les pneus et le trafic. Parce que si l'un des deux est mal géré, la course peut être foutue à la poubelle. Les pneus, c'est simple. Si ça surchauffe, ça se dégrade trop vite, on est forcé à faire un arrêt et dans ce cas-là, on ne gère plus la sortie du pilote sur la piste, c'est-à-dire qu'il peut sortir n'importe où dans le trafic et là, c'est fini parce que si on se retrouve derrière un pilote plus lent, et pour autant dire qu'on va jamais le dépasser et la course, finie. Le trafic, encore une fois, c'est avec la gestion des arrêts au stand. Si on s'arrête trop tôt et qu'on se retrouve derrière un pilote lent, voilà, pareil, on ne peut pas ressortir. Mais à l'inverse, si on s'arrête au bon moment et qu'on ressort avec personne devant nous, et ben là c'est bingo, on va tout droit, on claque des meilleurs temps et on va coller une seconde à tout le monde et on va pouvoir faire l'overcut sur tout le monde ou même l'undercut. Mais l'undercut est un pari très risqué à Monaco parce que réussir l'undercut à Monaco, faut être très fort. Si tu fais un undercut et que tu te retrouves derrière une voiture plus lente, et ben là l'undercut il est fichu. Donc est-ce qu'au final c'est un Grand Prix intéressant à regarder? Oui. De toute façon la Formule 1 c'est forcément intéressant. Il y a toujours un truc à titiller, même si le spectacle en piste n'est pas là, il y a toujours un truc à regarder. Et là ce qui va être intéressant à regarder ce sont les pneus. Parce que l'an passé, et même les années précédentes de l'ère hybride, c'était un arrêt sur tous les Grands Prix. Les voitures roulaient à l'économie, les pilotes roulaient à l'économie. Mais là cette année, c'est différent. Cette année on l'a vu d'ailleurs en Espagne le week-end dernier, on peut et on doit surtout faire plusieurs arrêts. Notamment parce qu'il y a une forte dégradation des pneumatiques, mais surtout il y a une énorme différence de performance entre les pneus. Donc à Monaco, ça va être intéressant de voir est-ce qu'on fait 2 arrêts, est-ce qu'on fait 3 arrêts, est-ce qu'on décide de rouler à l'économie pour faire un arrêt en moins. Parce que dans les autres Grands Prix, par exemple en Espagne, on pouvait tenter de faire un arrêt en moins, mais le risque c'était de se faire dépasser en piste, comme George Russell sur Max Verstappen. Ils ont tenté de faire un arrêt en moins, Verstappen quand il s'est arrêté, il est revenu comme une balle, il a fumé George Russell. Alors qu'à Monaco, vu qu'on ne peut pas dépasser, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux faire un arrêt en moins? Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on ne serait pas trop ralenti? Voilà, donc Monaco, avec les pneus, ça va être très intéressant de voir comment on va s'en sortir, comment on va jouer et quelle va être la dégradation d'ailleurs aussi. Monaco, ça va rester impressionnant, même si les voitures sont plus longues, plus larges, ça passera toujours à des vitesses folles. Certes, peut-être moi je pense un peu plus lentement, je sais pas, en vrai on verra bien, mais je le pense parce qu'elles sont un peu plus lourdes, c'est moins agile comme monoplace cette année, mais ça n'empêchera pas que ce sera impressionnant, ça sera toujours impressionnant parce que ça reste Monaco, hein, les rails sont toujours aussi proches. Mais ça va être intéressant surtout, comme j'ai dit, samedi. La question ça va être, est-ce qu'il faut privilégier la qualification au détriment de la course? Parce que la grille de départ du samedi va quasiment donner l'ordre d'arrivée le dimanche. Donc on serait tenté de dire, faut tout miser sur la qualification, et en course, quitte à aller moins vite, pas grave, parce que personne ne va nous dépasser, on va garder notre place. Donc ça va être intéressant à voir, qu'est-ce qui va être pris, privilégier la qualification, ou faire du 50-50. Voilà. Je vous propose de revenir sur 2 moments marquants à Monaco, 2 moments qui m'ont marqué dans l'histoire récente de la Formule 1. Le premier, c'est Ricciardo, qui va prendre la victoire, il me semble que c'est en 2018, qui prend la victoire devant Sébastien Vettel. Alors, la petite histoire, c'est que Ricciardo, en 2016, il aurait déjà dû gagner à Monaco. Il était le leader, sans aucun problème, sauf qu'un arrêt au stand raté où les pneus n'étaient pas prêts, il a perdu la victoire. Et c'était vraiment un sentiment horrible pour lui parce qu'il aurait dû gagner le Grand Prix sans aucun problème. Monaco, l'un des rêves de tout pilote, et qui s'effondre parce que les pneus n'étaient pas prêts. Donc 2 ans plus tard, il se retrouve de nouvelle fois en passe de gagner, mais là, problème sur sa boîte de vitesse, il perd des rapports et il devient beaucoup plus lent. Sébastien Vettel lui met une pression de dingue, mais au final, Ricciardo va s'imposer. La rédemption, finalement, ce jour-là, pour Daniel Ricciardo. Deuxième moment marquant, celui de Lewis Hamilton qui gagne devant Max Verstappen en 2019, le week-end où Niki Lauda décède. C'était un moment très émouvant, un week-end très émouvant d'ailleurs pour le monde de la Formule 1, parce que Niki Lauda c'est quand même une légende de ce sport, mais il avait un rôle très important du côté de Mercedes et au niveau de avec Lewis Hamilton. Et ce week-end-là, Lewis Hamilton il se retrouve en tête devant Verstappen sur une mauvaise stratégie plus ou moins. Les pneus de Lewis Hamilton étaient beaucoup plus fatigués que ceux de Max Verstappen et la pression que lui a mis Verstappen était dingue tout au long du Grand Prix. Et au final, il s'en sort quand même, il va gagner ce Grand Prix. Il avait déclaré qu'il n'aurait jamais pu gagner sans Niki Lauda finalement. On va commencer par parler de Ferrari, parce que pour moi Ferrari ils arrivent en pleine confiance malgré un semi-désastre en Espagne. On pourrait dire un désastre total, mais moi je parle plutôt d'un semi-désastre. Semi-désastre parce qu'ils ont compris le problème majeur de leur monoplace ces derniers Grands Prix, à savoir la dégradation accrue des gommes, ce qui les empêchait de gagner finalement les précédents Grands Prix. Comme le disait très clairement Brice Germain dans l'émission des Pistonnés, le scénario sur les Grands Prix c'était le même. Charles Leclerc prenait la première position après le départ, il prenait un peu d'équerre de 3 secondes et puis au bout de quelques tours, Verstappen revenait le bouffer parce que ses gommes étaient mortes. Et donc là, en Espagne, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont réussi à régler ce problème.
Donc même si Max Verstappen s'est sorti en début de course, ce qui a donné un avantage considérable à Charles Leclerc, je pense que même sans cette erreur, Leclerc aurait gagné avec la facilité qu'il avait parce que ses gommes tenaient. Et dans ce cas-là, il pouvait conserver son avantage de 3-4 secondes sans aucun problème. Ça aurait été impossible en fait pour Max Verstappen de revenir. Donc ça, c'est le premier élément qui me fait penser que Ferrari va réussir à Monaco. Premièrement, ils ont réglé leur problème de gomme. Deuxièmement, les améliorations qu'ils ont apportées ont fonctionné. Et troisièmement, ils sont très rapides sur les circuits, du moins là où il y a des portions lentes et sinueuses. Ça a été mis en lumière par le troisième secteur de Barcelone, qui d'ailleurs a mis en lumière beaucoup de choses pour Monaco. Mais le fait qu'ils sont rapides dans ce troisième secteur montre qu'à Monaco, ils vont être très très performants. Donc, ils vont arriver sans aucun problème de gomme, avec une voiture parfaite pour ce tracé. Autant dire que Ferrari, ils arrivent plein de confiance. Il n'y a aucun problème pour eux. Ils sont très très forts pour exploiter le maximum de leur monoplace en optimisant les réglages le plus possible. Charles Leclerc en qualification, il est très très fort cette saison. 4 pôles sur 6 possibles. Et même l'an dernier, quand il avait une voiture beaucoup moins forte que la Red Bull et la Mercedes, il avait pris la pole à Monaco. Et étant donné que le Grand Prix se joue principalement sur les qualifs, autant dire que Ferrari, s'ils font pas d'erreur, le week-end il est à eux. Ensuite, je voulais parler de Williams et le défi monégasque que c'est pour eux. Ils sont aujourd'hui derniers au constructeur avec 3 points. Ils font tout de même un meilleur début de saison que l'an passé. L'an passé, ils ont fini avec beaucoup de points au championnat, mais c'est dû à des circonstances de course. Leurs premiers points, ils sont arrivés au 11e Grand Prix de la saison en Hongrie, avec les circonstances que l'on connaît, l'énorme bullying qu'a provoqué Valtteri Bottas. Ils ont perdu George Russell cet été, qui est dans l'idée sur le papier une énorme perte pour l'écurie, mais ils ont récupéré en contrepartie Alexander Albon, qui fait un très bon début de saison, on va pas se le cacher. Il est vraiment pas mauvais, il est rentré 2 fois dans les points à la régulière, notamment en Australie, où il avait fait un relais de 57 tours, il s'est arrêté à l'avant-dernier tour, il avait fait tenir ses gommes comme un dieu. Et lorsqu'Alexander Albon avait fait ce relais de 57 tours, ils avaient utilisé la gamme de pneus la plus tendre chez Pirelli. Et c'est ce qui va se passer ce week-end à Monaco. Ça donne de vrais motifs d'espoir pour Williams, comme le dit le chef de la performance du véhicule Dave Robson. La dernière fois que les pneus de la gamme la plus tendre de Pirelli a utilisé, c'était à Melbourne. Et c'est là où Albon avait fait une excellente course, quoi. Donc c'est une vraie occasion pour eux de marquer des points. Et s'il arrive à reproduire cette performance, c'est-à-dire faire tenir ses gommes et à la fin aligner le tour chrono quand il a de la piste libre, et bah il n'y a aucune raison qu'à Monaco ça ne fonctionne pas. D'autant plus qu'à Monaco, ça serait pourquoi pas une très bonne stratégie de refaire exactement la même chose. À un moment donné, il n'y aura plus de trafic. Forcément, Monaco, si tout le monde s'arrête et que lui s'arrête pas, il aura la piste libre. Il va pouvoir enchaîner le tour chrono, créer de l'écart alors que d'autres pilotes seront bloqués. Et à ce moment-là, il pourra rentrer au stand avec un avantage suffisamment conséquent pour conserver sa place. Donc qui sait, ça se trouve à Monaco, ils vont nous refaire le même coup et ça va marcher de la même manière. Le seul petit point bémol qu'on peut imaginer pour Williams, c'est qu'en Espagne, ils étaient les derniers dans le 3e secteur. C'est-à-dire que c'était la voiture la plus lente en fait dans le 3e secteur en Espagne. Mais ça, c'était surtout dû au fait qu'Alexander Albon a eu un contact en début de course, ce qui a détruit un petit peu la performance aérodynamique de sa monoplace. Il n'arrivait pas à faire tenir ses gommes, il était obligé de rouler 2 à 3 secondes plus lent autour et ça marchait vraiment pas pour lui. Donc ils étaient pas les plus rapides dans le 3e secteur en Espagne, mais les gommes vont peut-être laisser entendre que, pourquoi pas, une performance pour Williams. Donc ce sera l'écurie à suivre. Ils peuvent peut-être tenter quelque chose, peut-être entrer en Q2 et pourquoi pas mettre la Q3 et à ce moment-là espérer un gros résultat pour eux. Dernière écurie que je voulais aborder, Alfa Romeo. Est-ce qu'ils peuvent créer la surprise? J'arrête pas de lire depuis le week-end dernier que Alfa Romeo est un candidat au podium à Monaco. Alors il faudra quand même de sacrées circonstances de course pour que ça arrive, mais pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? On a déjà vu des leaders se planter et le week-end dernier, Valtteri Bottas il se battait pour la 4e position. Mais pourquoi beaucoup de monde disent que Alfa Romeo est une potentielle écurie capable de jouer le podium ce week-end? Eh bien c'est encore une fois à cause, ou grâce je sais pas, du dernier secteur de Barcelone où il se plaçait comme 3e écurie la plus rapide là-bas. Devant Mercedes, devant McLaren, devant Alpine, bref juste derrière Ferrari et Red Bull, derrière les 2 écuries de pointe. Alfa Romeo c'était la plus rapide. Et autant dire que de leur côté, ils ont vu ça et ils sont confiants. Alors ils s'affolent pas non plus, mais ils sont confiants. Valtteri Bottas, il a dit: je pense que le prochain Grand Prix convient bien à notre voiture, il s'agit principalement de virages à faible vitesse et notre voiture est vraiment bonne dans le virage à faible vitesse. Le directeur de l'ingénierie en piste, Xavi Pujolar, a dit quant à lui: nous aurons probablement un plus grand écart avec le milieu du peloton, un peu plus de marge, mais je pense que Ferrari, Red Bull et Mercedes, en regardant la performance qu'elles ont dans le 3e secteur, seront encore bonnes. Donc du côté d'Alpha, on est confiant, on s'affole pas, mais avec la performance que Valtteri Bottas a depuis le début de la saison avec cette monoplace, il est capable de placer sa monoplace 4e, 5e, 6e, un peu comme Pierre Gasly le faisait la saison dernière. Jamais il y a une erreur d'un pilote des écuries de pointe, hein. Ça a été arrivé à Imola où Leclerc a fait un tête à queue et finit 6e. C'est arrivé avec les problèmes mécaniques qu'ont connu les Red Bull à Bahreïn, avec les problèmes qu'on connaît de Carlos Sainz depuis le début de la saison. Bref, autant dire que c'est pas quelque chose de complètement absurde, un podium. Mais bon, faut quand même des circonstances devant.
Ce qui est par contre très probable, c'est qu'elle s'arrive en tant que meilleure écurie des autres. Alfa Romeo a clairement toutes ses chances ce week-end d'être devant les Mercedes, devant les McLaren et de jouer les gros points. Ce qu'il faudra surtout, c'est que Guan Yu Zhou devra être performant. Ça va être compliqué d'être du même niveau que Valtteri Bottas, mais au moins essayer d'accéder à la Q3. C'est vraiment possible. Et à ce moment-là, peut-être qu'Alfa Romeo peut espérer un gros résultat. Alors la question du week-end, elle peut paraître un peu stupide, mais en vérité, moi, je la trouve très importante. Est-ce que la pluie va finalement tomber? Non, parce que je me pose cette question pour plusieurs raisons. Et la première, c'est qu'à chaque fois qu'on nous annonce de la pluie, que ce soit avant le Grand Prix, ou que ce soit les ingénieurs en piste qui disent aux pilotes, pluie dans 10 minutes, pluie dans 15 minutes, pluie au virage 5 dans 15 minutes, elle ne tombe jamais. La pluie ne tombe jamais. Là, ce week-end, je me pose cette question parce qu'ils annoncent de la pluie, pile pour le Grand Prix. Apparemment, la pluie tomberait à 15h jusqu'à 18h. Imaginez 2 minutes, que les pilotes se mettent sur la grille de départ, ils sont en train de préparer les pneus, les ingénieurs sont là, la pluie commence à tomber. La piste sera humide mais ne sera pas suffisamment mouillée pour mettre des pneus intermédiaires, parce qu'ils annoncent de la pluie moyenne puis pluie faible. Ça veut dire qu'on prendra le départ à Monaco sur une piste humide avec des pneus secs. Les rails étant très proches, la moindre glissade est irréparable. Ça peut créer de vraies situations compliquées à gérer pour les écuries et pour les pilotes, d'autant plus que la pluie modifie les réglages de la voiture. On ne règle pas la voiture de la même manière s'il pleut ou s'il fait sec. Et à partir de là, est-ce qu'il faut maximiser un réglage pour la qualif le samedi en espérant que le dimanche il ne pleuve pas, donc avoir une voiture avec moins d'appui, même si Monaco on met déjà beaucoup d'appui, mais vous voyez l'idée, ou alors prévoir de la pluie le dimanche et mettre en conséquence un réglage un peu plus chargé en aérodynamique le samedi pour la qualif en prévision de la course. Mais s'il pleut pas, on fait comment? C'est-à-dire que tu te fais avoir parce qu'au final tu as une voiture plus lente. Mais s'il pleut, c'est-à-dire que si tu as pris les réglages moins chargés, c'est-à-dire que tu vas te retrouver avec une voiture qui sera plus rapide certes, mais beaucoup plus compliquée à piloter sous la pluie. Donc c'est un vrai dilemme que les écuries vont devoir se poser, parce qu'il ne pleut pas samedi, mais il va pleuvoir dimanche, du moins peut-être. Donc à partir de là, comment on règle la voiture? Ça c'est une autre donnée que les écuries vont devoir prendre en compte. Ça va être un élément clé. Si elle tombe, attention à ça. Donc pour terminer cette vidéo, on va parler de mon attente et de la statistique du jour. Mon niveau d'attente pour ce Grand Prix, je le mets à 13. Pas parce que je m'attends à des folies, mais parce que ça reste Monaco, c'est un Grand Prix dans l'ensemble, dans le global, qui est très beau juste à voir. Les pilotes sur un tracé si sinueux au bord des rails. Et aussi parce que si la pluie tombe, ça peut très vite partir en couille. Donc la statistique que tout le monde a sur ses lèvres depuis plus d'une semaine, et je vais vous la rabâcher une nouvelle fois, hein, désolé. Charles Leclerc n'a jamais fini un Grand Prix de Monaco de toute sa carrière, que ce soit en Formule 1, en Formule 2, dans les catégories encore même inférieures, ou même la semaine dernière pendant le Grand Prix historique. C'est dire la malchance qu'il a. Donc espérons que ce week-end, ça se passe mieux pour lui et qu'il puisse finir le Grand Prix. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu éclairer votre week-end Formule 1. Bon week-end à tous et bon Grand Prix. C'était Georges F1. Je vous dis à la prochaine. Salut!